Je ne comprends pas Vladimir Poutine. Comment se fait-il que la Russie n'ait pas encore terminé l'opération militaire spéciale? Comment se fait-il que l'essence en Russie coûte maintenant plus cher que dans les pays de l'Union européenne qui ne sont pas producteurs de pétrole? Comment se fait-il que tout cela se produise après tant d'années d'opérations militaires spéciales? Comment se fait-il que la Russie ne prenne pas Odessa ou pourquoi ne la contrôle-t-elle pas encore? Comment se fait-il que nous en soyons là où nous en sommes? Et si vous vous êtes déjà posé l'une de ces questions, vous devez absolument regarder cette vidéo et la regarder jusqu'à la fin. Parce que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et je ne vais pas le faire simplement comme une personne lambda, je vais le faire en tant que personne qui parle constamment avec des militaires de la Fédération de Russie. Et en plus, pas précisément avec des militaires du rang. Je vais le faire en tant qu'analyste géopolitique, je vais le faire en tant que correspondante de guerre ici, dans le cadre de l'opération militaire spéciale, et aussi comme une personne qui vit actuellement en Crimée, n'est-ce pas? Toute cette pénurie, comment se fait-il qu'il y ait maintenant une pénurie d'essence dans la Fédération de Russie? Et que nous soyons en train de la payer en ce moment même, nous venons de la payer environ 250 roubles, ce qui fait à peu près 3 euros, si je ne me trompe pas. Donc, calculons 86 roubles pour 1 euro. Alors, vous pouvez faire le calcul vous-même. Sans plus tarder, je vais répondre à la question principale. Pourquoi en sommes-nous là où nous en sommes et qu'est-ce que Vladimir Poutine et le gouvernement de la Fédération de Russie sont en train de faire alors que nous ne célébrons toujours pas la victoire dans l'opération militaire spéciale? Cependant, avant que nous commencions, en raison de cette situation si complexe que nous vivons actuellement dans la Fédération de Russie, surtout dans la péninsule de Crimée, je vous serai infiniment reconnaissante de mettre un like à cette vidéo, de laisser un commentaire, d'interagir avec la vidéo. Et si vous vous abonnez et activez la cloche, ce serait parfait. Parce qu'en réalité, j'en ai plus besoin que jamais en ce moment, vu la nature des événements. C'est maintenant que j'en ai le plus besoin. Aussi, je ne sais pas si c'est lié, mais les algorithmes de YouTube fonctionnent mal. Surtout, c'est le manque d'électricité qui m'inquiète. Chaque soutien est précieux et je vous en suis très reconnaissante, surtout maintenant où j'en ai le plus besoin. Passons à la vidéo. Je ne comprends pas Vladimir Poutine. C'est précisément ce que me disent des connaissances, des proches, c'est-à-dire des personnes qui n'analysent pas constamment l'opération militaire spéciale et qui, en fait, me demandent souvent à moi pour comprendre ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale. Récemment, j'ai aussi parlé avec une personne à qui je tiens énormément et elle m'a dit « J'adorerais être dans la tête de Vladimir Poutine ». Pareil, n'est-ce pas, pour comprendre pourquoi nous sommes encore dans cette situation. Elle m'a dit cela après m'avoir demandé comment nous allions et que je lui ai répondu « Écoute, en Crimée, l'essence manque presque totalement. Elle revient peu à peu, mais les files d'attente restent interminables. La même chose se passe dans le reste de la Fédération de Russie, le prix de l'essence, du moins ici en Crimée, a explosé, c'est-à-dire qu'il a pratiquement quadruplé. Et en Russie, en général, la situation n'est pas facile. Cela ne veut pas dire, attention, que j'adopte une attitude défaitiste. Loin de là. Oubliez complètement l'idée que la Russie ne va pas gagner ou ne peut pas gagner l'opération militaire spéciale. La fin de l'opération militaire spéciale ne peut être autre que la victoire de la Fédération de Russie, pour une multitude de raisons qui n'ont rien à voir avec mon opinion. Mais au-delà de cela, je pense qu'il est absolument nécessaire d'expliquer pourquoi, jusqu'à présent, la victoire n'a pas encore été obtenue et pourquoi aucun accord de paix n'a encore été conclu par la Fédération de Russie. Et au fond, pourquoi en est-on encore dans cette situation ? Maintenant, on atteint des limites qui ne plaisent pas non plus à ceux qui soutiennent la Fédération de Russie, et ce, pour de très bonnes raisons. La première chose que je souligne ici, c'est que je vais être absolument objective. Et le premier point, peut-être le point le plus nécessaire à souligner, non quand les gens me demandent comment il se fait que la Russie ne soit pas encore arrivée, c'est que ce qu'il faut faire, c'est aller jusqu'à Kiev ou jusqu'à Odessa. Si cela n'a pas été fait, cela peut sembler évident, mais je dois le dire, c'est parce que ce n'est pas possible pour le moment. En sécurisant le reste des positions, y compris celles qui pourraient apparaître si l'OTAN intervenait. À un moment donné, elle veut attaquer un autre pays ou un autre flanc de la Fédération de Russie, c'est-à-dire utiliser un autre pays comme relais pour déclencher une nouvelle guerre.
Et si la Russie se retrouve sans armée parce qu'elle a tout dépensé en Ukraine, eh bien évidemment c'est un flanc ouvert. Personne ne veut absolument cela. Mais au-delà de cela, le fait que nous soyons dans cette situation est entièrement dû à une question clé. La Russie n'a pas d'autre choix. Cela peut sembler un peu dur maintenant, cela peut sembler incompréhensible pour certains, et je vais essayer de tout détailler autant que possible. La Russie ne peut absolument parvenir à aucun accord de paix, parce que le camp occidental ne veut pas parvenir à un quelconque accord de paix. C'est quelque chose d'absolument évident, la Russie, depuis 2022, a misé sur la paix à de nombreuses reprises. Oui, c'est vrai qu'elle l'a fait avec certaines conditions, mais je pense que ce sont des conditions assez raisonnables. Mais il y a quelque chose que la Russie n'a pas pris en compte et je pense que c'est possible. Dites-le moi en commentaire si cela vous intéresse. Faire une vidéo sur toutes les erreurs de la Russie, car il y en a beaucoup. Et probablement, en fait, jusqu'au moment même de l'opération militaire spéciale, cela n'a pas été choisi. En ayant toutes les informations devant soi ou en ayant devant soi certaines informations qui finalement ne se sont pas révélées totalement véridiques. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous raconterai comment ça s'est passé et quelles sont les questions que la Russie n'a pas vraiment prises en compte. Mais ce sont des erreurs, quoi, que absolument tout le monde peut commettre, surtout quand on parle de calcul géopolitique, mais maintenant il y a quelque chose que je pense absolument personne ne s'y attendait du côté de la Russie, ni probablement non plus du côté de l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais depuis la Russie, c'est sûr que non. Et c'est que l'Union européenne miserait autant sur la guerre et surtout que, du côté ukrainien, ils se soucieraient aussi peu de leur souffrance. Le peuple et qu'à aucun moment ils ne veuillent parvenir à la paix, même en étant aussi épuisés qu'ils le sont. C'est-à-dire littéralement 2,4 millions de pertes irrécupérables. C'est une folie absolue en parlant du fait que pour la plupart, 99% sont uniquement des hommes. C'est-à-dire un pays est en train de perdre sa capacité militaire pratiquement en un instant. Parce qu'une année pour un pays, ce n'est absolument rien comparé au fait que les futures générations d'Ukraine n'ont tout simplement pas de quoi naître, ni de qui naître. Et ça, c'est quelque chose que, du côté russe, je pense qu'on n'avait pas prévu qu'ils seraient aussi prêts à miser sur la guerre. Je pense que personne ne s'attendait non plus à ce que l'Union européenne se tire autant une balle dans le pied avec ses tentatives. Et maintenant, la Russie n'a tout simplement aucune possibilité de paix, précisément à cause de ce problème. C'est-à-dire que l'Union européenne a tellement sacrifié dans cette guerre, y compris sa capacité industrielle. Ce qui était l'un des moteurs économiques de pratiquement la grande majorité des pays qui font partie de l'Union, surtout quand on parle de l'Allemagne, n'est-ce pas? Qui était la locomotive de l'Union européenne? De la France, également un pays très dynamique sur le plan industriel, ainsi que bien d'autres. Tout cela a été détruit, mais il y a une question encore plus importante, c'est la capacité industrielle, surtout au niveau civil, qui a été anéantie. Et maintenant, ils font reposer l'économie très fragilisée de chacun des pays de l'Union, surtout des plus forts. Ou n'était-ce pas le cas auparavant? Les plus forts, ils les font dépendre du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire toute cette industrie qui fabriquait auparavant des automobiles et qui fonctionnait de manière absolument passive, pacifique. Maintenant, elle fabrique des armes, donc il faut vendre ces armes, et évidemment, le meilleur moment pour les vendre, c'est quand il y a la guerre. Et surtout, en tenant compte du fait qu'à présent, l'Ukraine est l'acheteur idéal, qui se moque complètement du prix, qui va s'endetter autant qu'il le faudra, et pour ce crédit, l'Union européenne trouvera un autre crédit, et cet argent circulera, qu'il soit imprimé, fabriqué, inventé, peu importe, mais la roue continuera de tourner. Elle continuera de tourner sans que personne n'ait à reconnaître le désastre économique auquel l'Union européenne devra un jour faire face. Alors, en tenant compte du fait qu'à présent le principal moteur est le complexe militaro-industriel, il faut vraiment être complètement idiot pour ne pas essayer de tirer le maximum de ce conflit. Donc oui, cela peut sembler très dur et oui, cela peut sembler, je ne sais pas. Ce qui ne laisse pas beaucoup d'options pour la paix, mais c'est que la Fédération de Russie ne peut absolument parvenir à aucun accord de paix, parce que personne de l'autre côté n'en veut.
Et parce qu'on ne peut plus faire confiance après tant de fois où la Russie a essayé de parvenir à des accords après tant de gestes de bonne volonté qu'elle a fait. On ne peut faire confiance ni à l'Ukraine, ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne. Mais au-delà de cela, même si on pouvait faire un peu confiance, même s'il y avait quelque chose, il n'y a même pas le moindre geste montrant qu'ils misent sur la paix. Ils permettent à l'Ukraine d'attaquer très profondément à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie et maintenant, une fois de plus, celle qui en souffre, c'est l'Ukraine elle-même. Ils ont fait exploser, de nombreux camions-citernes sur le territoire russe. Oui, ils ont partiellement isolé la Crimée. Oui, c'est très compliqué d'apporter de l'essence ici. En ce début juillet, rien que durant cette première quinzaine, alors qu'on n'a pas encore atteint la moitié du mois, déjà 200 stations-service que la Russie a fait exploser sur le territoire ukrainien, alors qu'au mois de juin, le mois précédent, pendant tout le mois, 100 stations-service ont été attaquées, c'est-à-dire détruites ou gravement endommagées. Pendant tout le mois, je répète, c'est-à-dire que ce mois-ci, probablement, si les choses continuent ainsi, la Russie va quadrupler ses chiffres. Il y a des routes où il n'est plus possible de circuler en Ukraine sans emporter des bidons d'essence. Et il est probable qu'à un moment donné, il y aura des villes où il ne sera pas possible d'aller d'un côté à l'autre sans emporter de l'essence. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de station-service. Ligne disponible. Mais le plan vedette de Madiar, qu'est-ce le chef? Non. Des drones ukrainiens, d'essayer d'isoler la Crimée, d'essayer d'attaquer les infrastructures énergétiques de la Fédération de Russie, les ressources pétrolières de la Fédération de Russie. Au final, cela conduit toujours à la même conséquence. C'est l'Ukraine qui souffre le plus. Et oui, dans l'Union européenne, l'Ukraine, ils s'en fichent. Personne en Russie n'aurait imaginé, à ce point-là, personne en Russie ne l'aurait imaginé, je le sais avec certitude, ce truc de j'aimerais être dans la tête de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Il doit aussi s'adapter aux circonstances, parce qu'évidemment, même s'il y a des plans A, B et C, on finit toujours par miser sur l'un d'eux. Et on misait sur le fait qu'en Ukraine, ils seraient un peu plus sensés et qu'ils voudraient préserver leur propre pays. Parce que maintenant, en gros, ils contribuent à l'éliminer de manière forcée et bien trop rapidement pour que le peuple ukrainien ait ensuite la moindre chance de survivre. Et encore moins de le faire dans des conditions minimales de confort. Oui, là, la Russie, peut-être qu'elle a commis une erreur de calcul, mais maintenant, elle doit assumer les conséquences actuelles et aussi les circonstances actuelles. Cela ne veut pas dire à aucun moment que la Russie ne peut pas faire face à ces dommages, que la Russie ne peut pas payer cette dépense. Eh bien oui, c'est un prix à payer et la Russie est en train de le payer. Et petit à petit, elle va s'adapter de plus en plus aux circonstances. C'est l'une des questions clés à souligner. Pourquoi la Russie n'achève-t-elle pas l'opération militaire spéciale? Parce qu'elle ne peut pas le faire, la paix est impossible, donc il faut passer par la voie militaire. Et quand le gouvernement de la Fédération de Russie dit qu'il va remplir tous les objectifs de l'opération militaire spéciale, il y a des gens qui pourraient interpréter cela de sorte que la Russie s'impose, et en partie c'est absolument le cas, et c'est une interprétation tout à fait valable. Cependant, il faut aussi considérer que la Russie s'impose car elle n'a pas d'autre choix. Parce qu'ils disent qu'ils vont poursuivre l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Parce qu'ils ne voient aucune possibilité d'accord réel, ni de signature d'un traité de paix, encore moins de paix définitive, et encore moins quoi que ce soit qui y ressemble. Et d'un autre côté, je voudrais aussi commenter, et peut-être qu'il faudrait faire une autre vidéo à ce sujet. Mais voici quelques petits aperçus, n'est-ce pas? Pourquoi la Fédération de Russie n'avance-t-elle pas plus rapidement sur le terrain et pourquoi n'a-t-elle pas encore pris Odessa, encerclant l'Ukraine et lui retirant l'accès à la mer? Eh bien, exactement pour la même raison, parce qu'elle ne le peut pas. Avancer plus vite entraînerait une perte d'effectifs bien plus grande. Que la Fédération de Russie, ce n'est pas tant qu'elle ne peut pas se le permettre, c'est qu'elle ne veut pas se le permettre actuellement. Les élections approchent à grands pas et la mobilisation est quelque chose que l'on veut éviter. De manière générale, bien avant et encore plus à l'approche d'élections, c'est quelque chose qui se produit absolument dans tous les pays. Après les élections, je ne pense pas non plus qu'il y aura une mobilisation, si cela peut être évité. Ce n'est donc pas une question d'attendre la fin des élections, c'est que tout le monde au sein du gouvernement russe comprend que c'est une mesure absolue et sans doute la plus impopulaire qu'il puisse y avoir en ce moment. Donc, on va essayer de l'éviter par tous les moyens possibles.
Et pour l'éviter, il faut avancer beaucoup plus lentement, il faut contourner, il faut y aller en petits groupes, il faut engager tout ce qu'on peut. Avec l'artillerie, avec l'aviation aussi, c'est-à-dire avec ces bombes aériennes, c'est là qu'ils devront travailler. Et maintenant, ils doublent, triplent, quadruplent. Presque à certains endroits, la capacité d'attaque, le potentiel de feu. Cela d'une part, et d'autre part, tout ce qui concerne donc les avancées territoriales. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas pris Odessa, Odessa, ville russe, et des choses de ce genre? Eh bien, c'est exactement la même chose. Parce qu'il faudrait alors augmenter énormément la capacité militaire, car en plus tout le monde est déjà très fatigué. La Russie, ce sur quoi elle se concentre maintenant, c'est de terminer l'opération militaire le plus rapidement possible. Dans ses limites, de garantir la survie maximale de ses propres effectifs. Et donc, dans cette stabilité du reste du pays, devant assumer sur ses épaules le poids de l'arrière et non tout le poids de l'opération militaire spéciale. Ce qui, oui, pèse évidemment de plus en plus parce qu'au bout du compte, je le répète, nous sommes en guerre. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est un fardeau, n'est-ce pas? Qui est absolument supportable pour le pays. Et je tiens à souligner ici quelque chose de très important. Ce n'est pas un message alarmiste, ce n'est pas un message du genre « la Russie s'est trompée et maintenant Poutine, un lâche, un minable, eh bien, on ne va pas y arriver ». Rien de tout cela n'est vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il faut évidemment s'adapter aux circonstances, mais il faut aussi raconter la réalité telle qu'elle est. Vladimir Poutine aujourd'hui fait des miracles pour que nous ne finissions pas dans la Troisième Guerre mondiale. Déjà ouvertement, dans une escalade maximale de tous contre tous, des attaques à l'arme nucléaire ou des attaques déjà entre des pays de l'OTAN et la Fédération de Russie. Je vous assure, cela ne plaira absolument à personne, peut-être un peu moins à certains pays qu'à d'autres, mais ce sera absolument terrible pour le monde entier. Et en plus, il fait tout son possible pour terminer l'opération militaire spéciale le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais il doit faire face à la réalité selon laquelle, de l'autre côté, ils ne veulent pas la paix. Donc, indépendamment de ce que veut ou ne veut pas la Fédération de Russie, indépendamment du fait à quel point l'Ukraine est dans une mauvaise posture, cela devient de plus en plus évident. Et il arrivera un moment où cela sera peut-être une exception. C'est-à-dire, quand je dis que la Russie ne peut pas atteindre par exemple Odessa, sans changer trop le rapport de force sur un flanc ou sur l'autre. En définitive, sans restructurer l'opération militaire spéciale, la configuration de l'opération militaire spéciale. En réalité, ce que je veux dire, mais avec une possible exception, c'est que si les forces armées ukrainiennes, à un moment donné, s'effondrent, eh bien, il se peut alors que la Russie puisse avancer vers Odessa, vers Kiev, eh bien, tout dépend, non? Là où les soldats ukrainiens finiraient par battre en retraite, mais en tenant compte de la volonté occidentale de miser absolument tout, chaque centime, sur la carte de la guerre et sur la cause de la guerre. Eh bien, je pense que ce sera difficile. Je pense qu'ils vont essayer de soutenir le cadavre de l'Ukraine aussi longtemps que possible, ils vont la maintenir. Jusqu'à la signature de l'accord définitif, alors que la Russie aura déjà libéré les territoires qu'elle considère comme inscrits dans sa constitution. Et peut-être que le point le plus critique ici réside dans le fait, et c'est ce que je crains personnellement. Beaucoup résident dans le fait qu'une fois que ces avancées de la Fédération de Russie, déclarées comme nécessaires dans les objectifs de l'opération militaire spéciale, seront terminées, que l'Ukraine, c'est-à-dire le reste de l'OTAN, ne veuille pas et ne soit pas disposée à mettre fin à l'opération militaire spéciale, continue d'attaquer la Russie, continue de faire pression. Et donc, c'est là que commence le nouveau plan ukrainien pour reprendre les territoires perdus. Et cela, eh bien, va essentiellement nous laisser dans une situation de guerre sans fin. Jusqu'à ce que, eh bien oui, le front craque, qu'il n'y ait plus du tout d'Ukrainiens. Ce qui, sans aucun doute, en continuant ainsi, arrivera dans 1 an ou 2, voire même plus tôt. Parce que ces choses-là, on ne sait jamais quand elles vont arriver. Elles se produisent au moment le plus inattendu, et là, tout commence à s'effondrer de façon extrêmement rapide. Avant d'en arriver là, ils tenteront évidemment d'arracher jusqu'aux tripes de la Russie, mais ils échoueront face à la Fédération de Russie. C'est quelque chose de totalement inattendu évidemment, mais maintenant nous sommes exactement au point où la seule option qu'a la Russie, c'est d'aller de l'avant. Et d'ailleurs,
À ce sujet, pour ne pas trop rallonger cette vidéo en particulier, il y a une autre vidéo sur la chaîne où je vous explique pourquoi la Russie n'a pas d'option. Elle s'est retrouvée sans option. Concrètement, en quoi consiste cette affirmation? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Et comment doit-elle agir? Dans les conditions imposées par l'OTAN, eh bien, en gros, elle n'a laissé à la Russie aucune autre option que de continuer avec l'opération militaire spéciale.